TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. 2 jours d'échanges et de discussions entre les acteurs politiques togolais et les représentants de la CEDEAO. Il était question de la mise en œuvre de la feuille de route de sortie de crise dans notre pays. Vous écouterez les différents participants à cette rencontre dans ce journal. Notre pays et 10 autres du continent noir harmonisent leur plaidoyer à présenter à Genève en octobre prochain en matière de lutte contre le tabagisme. Il est question de parler d'une seule voix pour venir à bout du commerce du tabac. Et puis Dapan aux couleurs de la mode. Dapan Fashion Show a fait découvrir le savoir-faire de jeunes stylistes de la ville. Voilà pour les titres. Direction la primature où le chef du gouvernement Comissé Lom Classou a reçu ce matin M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale en charge des ressources humaines. Au centre de leurs échanges, le plan national de développement du Togo, les impressions de M. Diagana après sa visite au centre d'excellence régionale des sciences aviaires que son institution a financé à l'université de Lomé. La Banque mondiale, par la voix du vice-président, a exprimé au Premier ministre sa volonté de réviser sa stratégie de coopération pour l'alignement au PND. Nous l'écoutons au sorti de l'audience au micro de Christine Petchikialouté. Nous sommes de passage à Lomé dans le cadre d'une visite dans la sous-région pour voir les conditions de travail de nos collègues qui sont basés au Togo et qui, au quotidien, accompagnent le gouvernement togolais et les populations togolaises dans la mise en œuvre des programmes de développement économique et social que la Banque mondiale soutient au Togo. Et Monsieur le Premier ministre, dans ce contexte-là, a eu l'amabilité de nous recevoir. Et nous avons pu discuter avec lui sur la vision du gouvernement qui vient d'être décliné dans le cadre du programme national de développement. C'est un programme cohérent, c'est un programme pertinent et nous avons dit à Monsieur le Premier ministre que la Banque mondiale va bientôt réviser sa stratégie de coopération avec le gouvernement togolais pour l'aligner sur ce nouveau programme de façon pour nous à avoir plus d'impact au niveau du pays, c'est-à-dire faire aussi en sorte que le Togo puisse être 100% bénéficiaire des actions et des initiatives que la Banque mondiale engage pour atteindre, n'est-ce pas, notre double objectif de l'élimination de l'extrême pauvreté partout dans le monde et de la prospérité partagée partout dans les pays où nous intervenons. D'ailleurs, nous sommes encouragés parce que nous avons pu voir ce matin, lorsque nous avons visité le centre d'excellence que nous finançons depuis quelques années, que véritablement il y a des efforts qui sont faits pour, par exemple, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la lutte contre la malnutrition, dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Véritablement qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits au Togo et la Banque mondiale va continuer, n'est-ce pas, à accompagner dans le gouvernement pour l'intensification de ces efforts-là.
Je vous le disais en titre, ce mardi est le deuxième jour de la réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de sortie de crise au Togo. La rencontre a réuni depuis hier les différents acteurs de la scène politique de notre pays avec la modération des ministres représentants les facilitateurs et la commission de la CEDEAO. Au terme de ces 2 jours de consultation et de discussion, le ministre d'État guinéen Thibou Camara, conseiller spécial du président Alpha Condé, l'un des facilitateurs, fait le point des travaux au micro de Augustin Kossi. Nous avons fait un relevé de conclusions qui, comme nous le faisons d'habitude, résume les positions exprimées par les uns et les autres, et nous en ferons un rapport fidèle à nos 2 chefs d'État, à savoir le président de la République de Guinée et son homologue du Ghana, qui à leur tour vont prendre en compte ces préoccupations et, comme ils ont aussi l'habitude de le faire, proposer des solutions pour franchir les obstacles qui se dressent sur le chemin du processus de facilitation qui nous a été confié à travers eux par la CEDEAO. D'abord, il faut se féliciter de la confiance qui renaît progressivement entre les acteurs et de la volonté partagée par eux de régler tous les problèmes qui se posent dans le processus par le dialogue et par la concertation. À ce stade, c'est la question du processus électoral qui s'est posée avec une certaine acuité parce que l'opposition estime que le processus se déroule sans elle, parce qu'elle exige notamment la réforme de la CENI pour qu'elle soit plus inclusive et qu'elle soit la caution d'une élection plus transparente, plus ouverte, plus crédible. C'est une préoccupation d'ailleurs que partage également la majorité qui est au pouvoir. Il est de notre devoir de contribuer à ce que la CENI connaisse la recomposition souhaitée par toutes les parties, de manière à ce qu'elle contribue à renforcer le processus électoral, à ramener la confiance en son sein, et surtout assurer une participation plus effective de l'opposition à ce processus. Nous sommes dans un processus qui nécessairement va rencontrer des difficultés, va rencontrer des goulots d'étranglement, mais à travers la volonté qui anime chacune des parties et aussi la persévérance de la médiation, c'est sûr que nous parviendrons, comme chaque fois, à des solutions qui satisferont l'ensemble des parties. La question de la CENI trouvera certainement une solution lorsque nous en ferons le compte rendu à nos 2 chefs d'État, à savoir celui du Ghana et de la Guinée, parce que c'est le gage d'un climat de confiance beaucoup plus important au sein du processus. Et comme je le dis, c'est la garantie aussi de la participation effective de l'opposition, ce que nous souhaitons tous depuis le début, parce qu'il faut mener le processus de manière concertée, mais aussi il faut qu'il soit inclusif. On a proposé la date du 19 septembre, peut-être même avant. Ils vont ensemble regarder le rapport de leurs ministres qui sont venus ici et qui ont eu des sessions avec les 2 parties. Et à partir de là, ils vont naturellement rencontrer d'abord le chef de l'État togolais, leur homologue, pour partager les préoccupations qui ont été exprimées par les 2 parties et par la suite, certainement les autres acteurs. Et comme d'habitude, je suis convaincu qu'on parviendra à un consensus. Et au sortir de ces 2 jours de travaux, les acteurs de la scène politique au Togo se sont également prononcés du côté de l'opposition, tout comme de la mouvance présidentielle. Chacun a exprimé ses appréciations des différents points qui ont été discutés. Nous les écoutons. Le président de la commission a rendu compte des initiatives que la commission a prises pour mettre à notre disposition une assistance électorale. Nous avons remercié, mais nous avons dit aussi que nous avons des préoccupations. D'abord, il faut renforcer cette expertise électorale, mais ensuite, il faut faire en sorte que les Togolais sachent par où nous commençons et par où nous terminons. Il faut un chronogramme global. Il faut faire en sorte que ce qui se fait en ce moment à la CENI, il faut se prononcer là-dessus. Il faut nous dire clairement que ça ne fait pas partie de la mise en œuvre de la feuille de route. Le gouvernement a parlé de libération de 6 détenus pour respecter la feuille de route. Il y a un flou, donc nous avons besoin, et les Togolais ont besoin d'être clarifiés là-dessus. C'est ce que nous avons expliqué. Il faut qu'on sache
ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on commence par faire et comment les tâches s'enchaînent jusqu'à ce qu'on arrive à l'organisation des élections. Le combat reste tout entier. Il faut qu'on change d'orientation afin de pouvoir donner du sens aux élections qui sont en perspective. Il faut que nous-mêmes, opposition, nous sachions ce que nous voulons et nous puissions le démontrer à travers nos gestes. C'est ce qui était essentiel, le point le plus crucial de notre processus au moment où cette réunion se tient, provient du fait que malgré tout ce qui a été dit, a été fait, la CENI continue à préparer ces élections comme si de rien n'était. Au niveau du gouvernement, nous constatons que les discussions, les échanges, la séance de travail s'est déroulée dans un esprit de convivialité, de fraternité, d'écoute mutuelle, de respect mutuel. Bien entendu, nous sommes face à des enjeux politiques importants. Il est raisonnable, il est compréhensible qu'il puisse y avoir des divergences de point de vue sur tel ou tel autre point. Et nous pensons que la réunion a permis d'avancer. Certains ont exprimé des préoccupations sur tel ou tel autre point. L'essentiel, c'est que l'ensemble du processus continue à avancer. Lorsqu'il s'agissait du dialogue, le gouvernement et sa majorité ont toujours cherché et voulu que les Togolais aient la possibilité d'établir des contacts directs, de discuter, d'échanger entre eux-mêmes avec l'accompagnement et l'appui des bonnes volontés, notamment des pays de la sous-région. Mais malheureusement, la coalition avait privilégié que le dialogue et les pourparlers soient placés exclusivement sous la tutelle des facilitateurs. Nous avons accédé à cela et cela nous a conduit à la CEDEAO. Aujourd'hui, il y a des décisions, il y a des recommandations qui doivent être mises en œuvre. Malheureusement, on constate que les mêmes comportements se produisent. Au moment où le gouvernement et sa majorité expriment la disponibilité, l'ouverture à rencontrer, à échanger avec nos frères et sœurs pour que le processus de mise en œuvre puisse se faire de manière concertée, c'est le même langage qu'on nous tient. Que tant qu'on n'est pas invité par les acteurs externes, notamment le comité de suivi, la CEDEAO, on ne répond pas. Moi, je crois qu'il faut qu'on développe davantage d'ouverture les uns envers les autres. Que nous apprenions à travailler ensemble. D'abord et en premier lieu dans le cadre des institutions de la République. Mais de manière informelle aussi, nous pouvons nous retrouver à n'importe quel moment, échanger sur les questions d'intérêt commun et voir comment nous pouvons chacun apporter son talent, sa contribution pour que ça puisse aller. Le gouvernement reste déterminé et mobilisé à prendre toutes les dispositions qui s'imposent en vue de la réalisation des réformes constitutionnelles. Nous avons une constitution, nous avons des lois, nous avons des organes et des institutions compétents prévus par les lois de notre pays. Les initiatives seront prises pour qu'un débat démocratique ait lieu à l'Assemblée nationale et que les réformes constitutionnelles qui sont préconisées par les décisions et la feuille de route de la CEDEAO puissent être réalisées et mises en œuvre dans les délais requis. Cela signifie au même moment où il sera rendu compte à la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement, le 22 décembre à Abuja, du bon déroulement et de l'issue des élections législatives. Compte rendu sera également fait de l'aboutissement des réformes constitutionnelles. C'est pour profiter et réaffirmer l'engagement, la volonté du gouvernement. Et nous espérons et nous sommes convaincus que la même volonté, si elle n'est pas encore totale du côté de nos frères et sœurs de l'opposition, notamment de la coalition, qu'ils nous manqueront de prendre le train en chemin parce que le train est parti. Il s'agit maintenant de le rattraper et de faire en sorte que nous puissions parachever le chemin et la route ensemble sur la voie de la mise en œuvre des réformes, sur la voie de la tenue des élections le 20 décembre 2018, sur la voie de la consolidation des mesures de confiance et de décrispation, et bien entendu, la nécessité d'examiner la question du vote des Togolais résidant à l'étranger et de voir ce à quoi nous pouvons aboutir. La CENI a annoncé un certain nombre de mesures. Personne ne remet en cause ces mesures.
Quelles que soient les préoccupations qui sont exprimées, l'État continue, les organes, les institutions du pays continuent. Et bien entendu, nous allons faire en sorte que le processus soit le plus inclusif et le plus consensuel possible. L'autre actualité, c'est le Forum togolais de la société civile pour le développement qui célèbre la journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Cette association appelle les uns et les autres à œuvrer en vue de la consolidation de la paix et de la sécurité au Togo et en Afrique en luttant contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sur le continent. Le compte rendu avec Komo Poyode. Quelle stratégie pour freiner ou venir totalement à bout du blanchiment de capitaux en Afrique de l'Ouest et au Togo? Le Forum togolais de la société civile pour le développement s'inquiète encore de cette pratique à l'origine du terrorisme sous toutes ses formes qui sèment de plus en plus la désolation. Il faut donc sensibiliser les populations togolaises sur les dangers liés à ce fléau. Lorsque nous irons vers la population, nous allons les sensibiliser sur les risques liés au terrorisme. Nous allons promouvoir la sécurité. Nous allons également promouvoir la bonne gouvernance. Cette initiative s'inscrit dans la logique de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Jusqu'ici, on reste unanime que le blanchiment de capitaux est une pratique qui vise à introduire dans les circuits financiers et économiques des fonds acquis par des manœuvres délictueuses et criminelles. La 8e conférence des parties à la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac se tiendra en octobre prochain à Genève, en Suisse, et sera suivie de la MOP, partie du protocole du 8 au 10 octobre dans le même pays. Pour ce faire, le Togo, pays représentant africain au bureau de la COP, se prépare activement avec les autres pays du continent pour aller d'une seule voix, pour parler donc d'une seule voix dans le contexte de la lutte contre le commerce illicite du tabac. 10 pays réfléchissent justement à Lomé depuis ce matin afin de définir de nouvelles stratégies à présenter prochainement à Genève. Les précisions avec Gérard Lagoutou. La consommation des produits dérivés du tabac tue entre 33 et 50% des fumeurs en moyenne 15 ans avant l'espérance de vie par rapport au reste de la population. Pour une lutte collective contre ce fléau, lors de la 8e conférence des parties à la convention cadre de l'OMS à Genève en Suisse en octobre prochain, le gouvernement togolais, à travers le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en partenariat avec l'Alliance pour la convention cadre, a initié cette rencontre pour réfléchir sur les stratégies visant à maximiser la transparence des délégations qui vont participer aux travaux de la COP et de la MOP dans la première dizaine du mois d'octobre. D'abord, c'est vrai qu'il y a une équipe qui a déjà fait un pré-travail, donc on va le mettre à disposition par rapport au pays présent. Donc c'est le Togo en fait qui a fait le pré-travail et donc on va le mettre à disposition, quitte à ce que les pays qui sont là l'amendent ou apportent des améliorations, et cette stratégie sera maintenant apportée à Brazzaville la semaine prochaine pour pouvoir mettre en place la grande stratégie africaine pour pouvoir aller à la COP en octobre. 10 pays prennent part à ces travaux de réflexion, dont 5 issus de l'Afrique anglophone et 5 de l'Afrique francophone. La sous-région ouest africaine aura un programme commun de lutte contre le tabac conformément aux décisions qui sortiront de la rencontre de Genève. La lutte contre le tabac, c'est un mouvement d'ensemble. Donc la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest ont ratifier ce protocole. C'est vrai que nos territoires ont des frontières un peu poreuses, mais comme c'est un mouvement d'ensemble, ça va limiter énormément ce commerce illicite. Ça va permettre à nos bureaux de douane d'engranger un meilleur revenu. Ici, on reste optimiste et beaucoup espèrent qu'à l'issue de la 8e conférence de la COP et la MOP, le poids du tabagisme sera libéré de la santé, de l'économie et de l'environnement mondial.
Et le tabac nuit à la santé, mais le VIH-Sida est également un autre danger pour la santé humaine. Et les maires de 21 communes du Togo sont réunis à Lomé pour évaluer la mise en œuvre des plans d'action de lutte contre la pandémie, justement, dans les villes de Lomé, Atakpamé, Sokodé et Kara. Il sera donc question de faire le bilan des actions déjà menées dans ces différentes communes ciblées. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Cela dit, n'oublions Lomé, Atakpamé, Sokodé, Kara, des villes reconnues comme milieux à fort impact du VIH-Sida. Après donc la signature de la déclaration de Paris sur la lutte contre le VIH-Sida par le Togo, des mesures idoines ont été prises pour réduire sensiblement le taux de prévalence du VIH dans ces communes. Il s'agit notamment des plans d'action contre le VIH-Sida. À Atakpamé par exemple, l'accent a été mis sur la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge. Chez nous avons élaboré un projet pour la commune que nous avons dénommé Génération sans sida. Nous avons pris sur nous que d'ici, c'est depuis 2016 et 25 ans après, au moins qu'il n'y ait plus de cette génération-là qui soit porteuse de sida. Nous avons commencé par les établissements. On a fait des clubs de génération sans sida au niveau des établissements, au niveau des quartiers, et nous avons même fait des tests de dépistage au niveau de tous les quartiers et au niveau des établissements. Le résultat est encourageant étant donné que des élèves commençaient par se sensibiliser et sensibiliser leurs collègues. Les maires des communes ciblées vont donc présenter ici les différentes actions menées en vue de permettre à la coordination de lutte contre le sida de faire le point sur les résultats obtenus en vue de renforcer la lutte dans toutes les villes du Togo. Au Togo, l'épidémie de VIH est 2 fois plus élevée en ville qu'en milieu rural. Et donc au niveau international, les communes se sont engagées pour faire des actions spécifiques de prévention en tenant compte des spécificités des villes. Ça, les maires se sont impliqués. Et donc aujourd'hui, on va faire le bilan. C'est l'occasion de faire vraiment pour chaque ville dire ce qu'il a fait, quels sont les résultats obtenus. Au terme des travaux, 4 nouvelles villes, notamment Tchévié, Anerok, Balimé et Dapaon, seront intégrées au plan d'action en vue de développer leur propre stratégie de lutte contre le VIH-Sida. La 3e conférence africaine des femmes de base est ouverte à Lomé ce mardi et ce pour 4 jours. Les femmes venues des 4 coins du continent noir vont échanger entre elles pour apporter leur contribution à la promotion de la femme africaine en matière d'éducation, d'apprentissage et également pour le renforcement d'un environnement d'échange et de partage. La rencontre est placée sous le thème Femmes et engagement. Les détails avec Ekou Salah. On les appelle des femmes de base en raison de leur dynamisme dans la lutte contre la précarité dans leurs différents milieux. Elles se reconnaissent de par leurs multiples activités en l'instar de celle-ci, objet de cette exposition. Ici à Lomé, elles ont répondu présentes à la 3e conférence africaine des femmes de base. Une rencontre continentale qui va permettre à ces femmes de partager leur expérience et savoir-faire. 4 jours pour échanger sur les stratégies essentielles pouvant aider les femmes vulnérables dans leur processus d'émancipation pour qu'au-delà de leur statut de femme, elles soient aussi engagées. Les problèmes des femmes sont à différents niveaux. On ne prend pas la femme dans la globalité pour traiter de ces difficultés. Les difficultés sont de façon hiérarchisée, on pourrait le dire, parce que les femmes à la base ont d'autres problèmes que les femmes en ville ou les femmes scolarisées ou les femmes actives n'ont pas. Nous essayons à travers notre mouvement, à travers cette conférence, de discuter profondément des problèmes sociaux de base, des problèmes existentiels des femmes à la base. C'est le partage d'expériences, ce sont les partages des difficultés sur le terrain qui va nous amener à réfléchir ensemble pour discuter de comment on trouve les solutions à ces problèmes. En tant que femmes, il nous est beaucoup demandé. Donc nous aurons pendant ces 4 jours à tenir 3 panels et un des panels va concerner la radicalisation sociopolitique, le rôle que doit jouer la femme, et l'autre panel sera sur la priorité pour les femmes et où trouver les moyens dans cette lutte-là pour pouvoir faire des actions concrètes. Et nous aurons un 3e panel qui sera sur la stratégie de mobilisation des femmes.
Parce que jusque-là, c'est vrai, nous disons que les femmes sont émancipées, les femmes s'émancipent, elles viennent au devant de la scène, mais il y a encore bon nombre qui sont derrière, qui ne sont pas informés, d'où la communication pour qu'elles puissent nous rejoindre. C'est la deuxième fois que le Togo accueille cette conférence qui est à sa 3e édition. Le mouvement est aujourd'hui présent dans toutes les régions du continent. L'objectif à cette rencontre de Lomé, c'est aussi d'amener tous les États africains à adhérer à l'initiative pour mieux prendre en compte les besoins fondamentaux des femmes de base. Une rencontre nationale d'échange sur la validation du document du projet pays de promotion du travail décent est ouverte ce matin à Lomé. Il est question pour les parties prenantes d'identifier les actions pouvant offrir de meilleures conditions aux travailleurs togolais. Les précisions avec Yasmine Kodia et Antoinette Romao. Fovor. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, avec à l'appui le plein emploi productif et un travail décent pour tous, implique la création des conditions garantissant des emplois de qualité stimulants. Un idéal que le gouvernement s'active à offrir aux Togolais. Élaboration du programme pays de promotion du travail décent couvrant la période 2018-2021 qui est en cours de validation en est une illustration. Il est conçu pour améliorer les conditions de vie et de travail des employés et axé sur 3 points. Le premier axe porte sur la promotion de l'emploi. Vous savez déjà ce que ça signifie. La promotion de l'emploi, c'est ce qui veut dire que de tous les mécanismes qui sont mis en jeu pour que tout le monde puisse trouver du travail, mais ne pas trouver du travail parce qu'il faut trouver. Le deuxième axe porte sur la promotion de la protection sociale. Vous savez que la protection sociale permet à chaque individu, à tout moment, de pouvoir subvenir à ses besoins au moins les plus élémentaires. Le troisième et dernier axe porte sur la promotion des normes par le dialogue social. Donc, nous pensons que le dialogue social, c'est une activité, c'est un axe transversal qui est nécessaire dans l'évolution des relations de travail. Nous pensons que si ce document est effectivement mis en œuvre, les conditions de travail, les conditions de productivité sur le plan national, même l'amélioration des recettes se feront sentir. Ce sont ces actions qui ont d'ailleurs soutenu la baisse du taux de pauvreté qui est passé de 58,7% en 2011 à 55,1% en 2015 selon l'enquête CUBE. Le taux de couverture de la population en protection sociale est passé de 5% à 10%. C'est l'exemple le plus récent. Ceci témoigne justement la volonté du gouvernement à promouvoir le travail décent et de meilleures conditions de travail à tous. Et parlons toujours de travail décent. L'Office togolais des recettes OTA a réuni ce matin à Lomé les candidats admissibles au dernier concours qu'il a lancé pour les sensibiliser sur les objectifs et missions de l'OTA. L'idée est de permettre à ces futurs agents de l'Office d'être au parfum des activités de l'OTA. Carmen Madji Akapo pour le compte rendu. Ces jeunes chantent les valeurs de l'Office togolais des recettes OTR, des valeurs pour donner au Togo les moyens de son émergence. Ils sont plus de 300 personnes à être recrutées comme agents d'appui fiscaux et agents de surveillance du territoire douanier au dernier concours de recrutement de l'OTR. Ils reçoivent ici les prémices de l'organisation, ses missions et son mode de fonctionnement. Il est de tradition au niveau de l'Office togolais des recettes qu'à chaque fois qu'il y a un renforcement d'effectifs, que les recrues fassent l'objet d'un séminaire d'imprégnation en leur présentant globalement le cadre de fonctionnement de notre institution. Donc l'Office vient de recruter, nous sommes d'ailleurs toujours dans la phase de recrutement. Nous avons donc entamé cette session de formation et de sensibilisation qui va durer 2 jours pour leur permettre de se retrouver, d'être dans le bain de ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre de l'Office togolais des recettes, cette réforme majeure et importante pour le gouvernement qui intègre désormais
les deux plus grands régis de l'État togolais, à savoir la douane et les impôts. L'OTR, selon son comité directeur, a pour principal objectif de mobiliser des recettes pour permettre au gouvernement de financer le développement économique et social du Togo sur la base des ressources domestiques. Après leur avoir énuméré les missions pour lesquelles ils sont appelés, le commissaire général de l'OTR a exhorté ces jeunes à faire montre de sérieux, d'assiduité et d'abnégation pour permettre à l'institution de donner plus de moyens au développement du pays. Nous sommes dans une dynamique d'office performant. Et c'est cela ce que nous voulons. Donc c'est l'objectif fixé par le gouvernement. Et nous leur avons donné un certain nombre de conseils. D'abord, ils doivent avoir le cœur à l'ouvrage pour être dans la dynamique de mobilisation conséquente et maximale des ressources domestiques pour financer le développement de notre pays. Et nous leur avons dit en substance qu'ils doivent se mettre dans cet esprit d'être ensemble à l'effet d'atteindre ces objectifs-là. Et surtout, c'est important pour nous, de faire en sorte que ce sang neuf qu'on est en train d'injecter à l'office puisse apporter une valeur ajoutée en termes d'efficacité de notre mobilisation. Ces candidats admissibles vont maintenant être soumis à des tests pour leur orientation. Pendant 2 jours, ces agents d'appui fiscaux et agents de surveillance du territoire douanier vont se familiariser avec les structurations de chaque commissariat, le code éthique et déontologique et les règlements intérieurs de l'office. Hors du Togo, la dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est arrivée hier lundi au Ghana, dans son pays natal. Le diplomate et prix Nobel de la paix, premier dirigeant de l'ONU issu de l'Afrique subsaharienne, est décédé le 18 août dernier à l'âge de 80 ans. Et à partir de ce mardi, le corps de l'ancien secrétaire général des Nations Unies est exposé au centre de conférence d'Accra, où le public pourra lui rendre un dernier hommage. Il faut noter que Kofi Annan sera inhumé jeudi prochain dans le nouveau cimetière militaire d'Accra au Ghana. 11 septembre 2001, 11 septembre 2018, 17 ans sont passés depuis les attentats du 11 septembre. Mais le souvenir de cette funeste journée reste ancré dans les mémoires. Et le président Donald Trump s'est déplacé ce mardi à Shanksville pour rendre hommage, comme George Bush et Barack Obama, ses prédécesseurs, aux héros du vol 93. Et c'est près de cette toute petite ville de la Pennsylvanie qu'un des 4 avions détournés par les membres d'Al-Qaïda avait fini sa course. Et toujours aux États-Unis, notez qu'entre la CPI et les États-Unis, rien ne va plus. Par la voix du conseiller de la sécurité nationale, les États-Unis se sont livrés à une attaque virulente contre la Cour pénale internationale hier. Ils ont menacé ces juges et procureurs de sanctions s'ils s'en prennent à des Américains, à Israël ou à d'autres alliés de Washington. Le secrétaire à la sécurité nationale de la Maison-Blanche a accusé la juridiction internationale chargée de juger notamment des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dont Washington n'est pas membre d'être, je cite, inefficace, irresponsable et carrément dangereuse. Fin de citation. Retour chez nous. Elle est sacrée lauréate du Grand Prix Kodjo et Bouclé de Clap-Ivoire 2018. Et elle, c'est bien Anita Afachao, réalisatrice togolaise de 24 ans. Son court-métrage intitulé L'or dur a été donc primé à Abidjan, Côte d'Ivoire. La cinéaste a empoché non seulement une enveloppe de 5 millions offerte par l'UEMOA et ses partenaires, mais aussi des outils de travail composés de caméras et d'ordinateurs et une bourse de 2 millions. Et ce prix a été présenté cet après-midi au ministre en charge de la culture, Guy Madjé Lorenzo. Le compte rendu avec Pierre Sousoupa. L'émotion ne l'a pas encore quitté depuis la tombée du palmarès du Clap-Ivoire. Anita Afachao a été sacrée lauréate du Grand Prix Kodjo et Bouclé, édition 2018. Le prestigieux trophée est présenté à Guy Madjé Lorenzo, ministre de la Culture. Pour sa première montée des marches, la jeune réalisatrice a tout simplement frappé fort. Son court-métrage, L'or dur,
a tapé dans l'œil du jury. Si pour certains, les déchets ne représentent que des objets en fin de vie qui ne pourraient plus servir, d'autres par contre y trouvent une source d'inspiration pour des créations nouvelles, originales et utiles. C'était la surprise, j'étais choquée. J'étais choquée mais agréablement, j'étais surprise parce que je ne m'attendais plus qu'on me donne un prix et voilà que j'ai le grand prix. L'or, c'est une richesse dure dans la dureté, le temps que ça peut faire encore. Donc l'ordure, c'est ces richesses-là, ces ordures qu'on change, qui deviennent richesses, qu'on peut utiliser à nouveau, qui vont rester encore plus longtemps. Et après ça, j'étais vraiment reconnaissante à tous ceux qui m'ont aidé. À Joël Tchedré, qui est mon producteur, qui a cru en moi. Je suis venue sans formation. Il m'a offert un stage et le stage a débouché sur la fabrication de ce film. Un film didactique, un film sensibilisateur qui montre que des détritus ou des déchets de tout genre peuvent encore constituer de la matière première. Pour son producteur, elle a fait d'un coup d'essai un coup de maître. C'est un sentiment de satisfaction pour la structure de production que je dirige et pour moi-même, puisque si j'ai été codier bouclé, qu'aujourd'hui j'ai accompagné quelqu'un d'autre et qui a eu ce prix, ce prestigieux prix, ça veut dire que c'est une confirmation pour ma structure et pour ma carrière de producteur. Impressionné par la qualité de ce qui est fabriqué, Guimadier Lorenzo reste conforté. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Son film L'or dur est un documentaire qui nous interpelle à plus d'un égard. Aujourd'hui, nous avons une jeune réalisatrice de 24 ans, talentueuse, qui vient de montrer que le travail et l'excellence apportent toujours des résultats. Et pour son premier clapivoire, pour son premier documentaire, revenir avec un tel prix, c'est extraordinaire. Grâce à elle, notre pays a été mis encore à l'honneur. Cela, c'est le travail de l'équipe de la Direction nationale de la cinématographie qui met en œuvre nos missions, lesquelles missions sont tirées de la vision du chef de l'État. Il y a quelques semaines, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi sur le code du cinéma et de l'image animée. Ce prix qui vient d'arriver, que nous venons, le Togo vient de recevoir à travers Mademoiselle Afachao, montre que nous sommes dans la bonne direction et que le travail qui est fait depuis quelques années maintenant vis-à-vis du cinéma, le renouveau, nous allons vers le renouveau du cinéma togolais, eh bien, porte ses fruits. Anita Afachao n'a fait aucune étude en cinématographie. Avec l'enveloppe de 7 millions empochée et ce trophée de 4 kg, elle compte aller loin, très loin, et tenter sa chance dans le cinéma. Et nous sommes justement sur ce plateau avec la lauréate du prix Kodjo et bouclé, donc Anita Afachao, et sur ce plateau avec son trophée, je le rappelle, de 4 kg 500. 4 kg 500. Alors Anita Afachao, bonsoir une fois encore. Bonsoir. On a compris que l'émotion n'est pas encore retombée. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'on ressent quand on remporte ce prix-là? C'est-à-dire que vous n'étiez pas préparé, on a compris que vous n'avez pas suivi de formation en tant que cinéaste et tout. Et voilà, boum, vous recevez ce prix. Qu'est-ce qu'on ressent? On veut encore écouter Anita nous dire ce qu'elle a ressenti ce jour-là. Comme je venais de le dire tout à l'heure dans le reportage, j'étais choquée. J'étais choquée parce que à ce moment du palmarès, on ne s'attendait plus à rien, mais agréablement, le titre de mon film a été annoncé. Je ne sais plus ce qui s'est passé après parce que j'étais vraiment émue. On a vu sur les images avec notre envoyé spécial, d'abord il y a eu un silence parce qu'on dirait que toute la délégation togolaise était sous le choc. Voilà, et passer le choc, maintenant la joie.
Alors, dites-nous, on a vu que c'est un thème, le thème déjà, le titre de votre œuvre, l'or dur. Et on a compris que cela parle de l'environnement. Alors, pourquoi le choix de cette thématique-là? Est-ce que c'est pour être, disons, dans l'actualité, vu qu'on parle de changement climatique et tout? Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix de cette thématique-là? L'idée première, ce n'était pas d'être dans l'actualité. Et c'est vrai, mon film parle de l'environnement, de comment est-ce qu'on peut faire des déchets qui nous encombrent, qui rendent nos villes sales et nous rendent malades aussi. Comment est-ce qu'on peut en faire d'autres choses? Et d'un autre côté, il y a des gens qui travaillent, qui travaillent plutôt à ce que ces ordures-là soient transformées, que ces ordures deviennent richesse, des objets de décoration et autres, mais dont le travail n'est pas forcément mis en lumière. Donc le film met en lumière ces personnes-là qui travaillent et ensuite pour donner aussi l'idée aux autres qui sont là, on se demande forcément quoi faire. Comment aider peut-être Dame Nature et tout ça. Donc il y a ces matières premières-là, comme le ministre disait aujourd'hui, il y a ces matières premières-là à côté de nous qu'on peut exploiter et en faire des choses intéressantes. D'accord. Mais Anita, dis-nous, il y a 2 trophées. Alors, il y a le trophée Kodjo et Bouclé. Alors l'autre, c'est quel trophée? Là, c'est un prix de Coca-Cola parce que dans le lot de prix que j'ai eu, il y a un prix. Il y a le prix de l'UEMOA qui est le prix Kodjo et Bouclé. Voilà, il y a le prix de Coca-Cola qui est ce trophée des Lacoste et autres. Il y a le prix Orange, donc qui était composé d'ordinateurs, un micro, une caméra et d'autres petits gadgets. Et puis, il y a quoi encore? Il y a la bourse Canal, voilà. La bourse Canal d'une valeur de 2 millions de francs. Voilà, justement, on voudrait que tu parles de, disons, la somme. On a parlé de 5 millions. Oui. Alors, voyons tous ces prix que tu as reçus. Alors, dis-nous, quelle est la suite? Avec tous ces prix, on va dire, tout cet argent, quelle est la suite? Quelle sera la suite? La suite, c'est déjà de faire un meilleur travail. Parce que c'est vrai, le film a été primé, ça ne s'arrête pas là. Il faut faire d'autres films pour confirmer en fait le travail qui a été déjà fait. Donc cet argent va servir forcément à la production d'un autre film ou de plusieurs autres films. Et la Bourse Canal, bon, pour le moment, on est en train de voir s'il faut faire une formation parce que c'est nécessaire ou acheter du matériel, de l'équipement pour produire. Alors, peut-être, Anita, avant de te laisser partir, peut-être un mot de remerciement ou bien dédier carrément le trophée à certaines personnes. Voilà. Mon mot de remerciement, c'est premièrement au ministre de la Culture, M. Guimadié Lorenzo, parce qu'à la sélection nationale, quand il a vu le film, il m'a dit que ce film aura une belle carrière. Et là, on est revenu avec le prix. C'était pour moniteur. Et maintenant, je remercie mon producteur, Joël Tchétré, qui m'a donné la chance, parce que je suis venue, j'ai fait une formation de technicien audiovisuel, journalisme, et il m'a donné ma chance, j'ai fait un stage avec lui, j'ai fait ce film-là qui, aujourd'hui, m'amène ici. Au-delà de ça, l'équipe qui a travaillé avec moi, il faut dire qu'on a travaillé sans grands moyens, personne n'a été payé. Tout le monde a cru en ce projet, on est arrivé là. Et à la fin, je voudrais remercier une personne qui me soutient beaucoup. C'est un réalisateur aussi, Martial Folikwevi, qui me soutient beaucoup. Donc, je lui dédie ce prix ainsi qu'à ma mère. Merci beaucoup. Et Anita Fatiao, on te souhaite un succès, bon vent pour la suite de ta carrière. Et je rappelle donc que Anita Fatiao est la lauréate du prix Kodjo et Bouclé, le grand prix Kodjo et Bouclé à Clap-Ivoire 2018. Et parlons toujours de la culture. Le ministre en charge de la culture informe les responsables d'associations culturelles, des groupes folkloriques, des comités villageois de développement, les comités de développement de quartier, les praticiens, les facteurs des instruments de musique traditionnelle, les gardiens des us et coutumes, les jeunes chercheurs, qu'il est organisé à leur intention des ateliers régionaux de sensibilisation et de renforcement de capacité des communautés et acteurs locaux sur la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO de 2003
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel selon le calendrier à découvrir, à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et nous poursuivons donc avec d'autres communiqués. Le ministre en charge de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public que les candidats dont les noms sont à consulter dans le quotidien Togo Presse sont déclarés admis au concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé, session 2018. Ils sont priés de se présenter à l'école du service de santé des armées de Lomé le samedi 15 septembre 2018 à 6h avec les attestations du baccalauréat, deuxième partie. Et tous ceux qui ne se présenteront pas avant le dimanche 16 septembre 2018 à 17h seront considérés comme démissionnaires. Et de son côté, le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse invite les directeurs de publication de radio et de télévision à une réunion d'information sur les modalités de répartition de l'aide de l'État à la presse exercice 2017 qui couvre la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. Cette réunion aura lieu mercredi 12 septembre, demain mercredi 12 septembre 2018 à 16h au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement recommandée. Et c'est sur ce communiqué que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.